Bonjour. Alors on m'avait demandé de présenter quelque chose d'un peu non technique sur les analyses factorielles pour faire le lien avec ce qu'on peut faire en analyse qualitative. Alors je ne sais pas si vous verrez, vous jugerez sur pièce en savoir si j'ai répondu à la demande. J'ai eu un peu de mal à composer quelque chose qui se tienne. Alors je suis parti de quelque chose que je connais bien, donc je vais partir des usages de drogue pour vous illustrer à l'aide de quelques exemples les approches méthodologiques, et puis vous parler un petit peu en général de ce que sont les analyses factorielles. Voilà. Donc un petit retour à la base, en fait, à propos de la statistique, ce qu'on fait en général, c'est qu'en fait on calcule, et pour les calculs, l'origine, c'est le caillou, quoi. Donc, alors c'est à la fois un jeu de mots, mais c'est pas qu'un jeu de mots, c'est-à-dire que pour pouvoir compter, il faut qu'on ait des choses qui soient proches du caillou, c'est-à-dire dénombrables, génériques et immuables. Si on a des choses qui sont trop molles, friables, on ne peut pas compter. Donc évidemment, le caillou, ça a aussi d'autres propriétés, hein, c'est dur, c'est lourd, et puis généralement, il n'est pas tout seul. Donc la statistique, c'est ça, c'est le traitement des cailloux. Alors, dans les enquêtes, les individus répondent à des questions. Puisqu'en fait, il faut que je précise aussi, je ne vais pas parler de choses, de statistiques qui proviendraient de données autres que de données d'enquête. Là, je vais m'intéresser à ce que répondent les gens dans des questionnaires. Questionnaires qui peuvent être fermés, structurés, etc., ou des questionnaires plutôt semi-ouverts, peu importe. Donc les gens répondent à des questions, et les réponses à ces questions, on les considère comme des variables manifestes, c'est-à-dire que les gens ont effectivement donné une réponse, et on peut la codifier. La plupart du temps, c'est le bonheur du statisticien que de réussir à codifier le discours des personnes. Et donc il y a plusieurs types de variables. Il y a ce qu'on appelle les variables catégorielles, donc qui sont définies par des modalités, elles sont nominales ou catégorielles non ordonnées, ou alors ordonnées. Donc par exemple, il y a le statut matrimonial. C'est pas véritablement ordonné, hein, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y a des variables catégorielles ordonnées, comme par exemple les tranches de revenus, si on ne demande pas le revenu en continu, qui lui normalement est une variable qui prend toutes ses valeurs dans R+, donc les réels positifs. Et puis il y a des variables continues. C'est en fait assez rare, mais il y en a de temps en temps qu'on considère comme telles. Donc c'est des variables dans lesquelles il n'y a pas de modalité, typiquement un montant monétaire, une valeur sur une échelle, si l'échelle a suffisamment de barreaux, si on peut dire, à ce moment-là, on peut considérer que c'est continu. Bon, il y a d'autres propriétés derrière pour véritablement parler de continuité pour une variable, mais en première approximation, ça fait l'affaire. Donc voilà, il y a le premier type de variable, c'est les variables manifestes. C'est celles qu'on mesure effectivement, qui sont des réponses à des questions. Et du coup, le statisticien, il traite de ces questions-là. Donc évidemment, lui, il voit le monde à travers quelque chose qui s'appelle la base de données. C'est un ensemble de caractéristiques qui sont codées de façon standardisée, ce que je disais, qui décrivent des individus statistiques étudiés. Un individu statistique, parce qu'en fait, en général, on s'adresse à des personnes, et c'est des personnes qu'on veut décrire. Parfois, ça peut être un peu plus compliqué pour définir ce que c'est qu'un individu statistique, mais de base, c'est d'ailleurs, ça porte le même terme, hein, c'est la personne finale qu'on interroge, sur laquelle on recueille de l'information, et celle qu'on veut décrire à travers les données. Alors, comment ça se présente une base de données? Ça se présente sous forme d'un tableau, alors le plus souvent, hein, parce que des fois, c'est pas un tableau, mais c'est plein de tableaux qui sont liés les uns aux autres. C'est un peu compliqué, mais bon, voilà. En ligne, on a les individus, et en colonne, on a les variables qui codent les caractéristiques. Donc, voilà, le monde qui est vu par un statisticien, en fait, c'est un tas de chiffres. Donc, voilà un exemple de base de données toute simple que je vais traiter par la suite, qui vient d'une étude européenne, qui s'appelle ESPAD, une enquête scolaire, qui porte sur les usages de drogue, et notamment le cannabis. Vous voyez, là, il y a le cannabis année avec des modalités 7, 6, 4, 3. Voilà comment ça se présente. Alors là, c'est un tout petit extrait. En fait, il y a 1500 variables dans cette base de données, donc ça fait vraiment un très gros tas de chiffres, sachant qu'il y a 40 pays qui ont répondu à l'enquête, donc ça fait vraiment un paquet énorme de données. Et donc le travail du statisticien, on parle des cailloux, mais surtout, en fait, on a affaire à un tas de cailloux, quoi. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce tas de cailloux et comment on l'étudie? Alors les analyses simples, c'est on va étudier un caillou. Ça c'est facile. Donc c'est ce qu'on appelle les statistiques univariées. Donc on fait de la description. C'est évidemment l'opération fondamentale de la statistique. On compte les occurrences des modalités des variables. Par exemple les statuts matrimoniaux, les tranches d'âge, les individus, etc. On peut faire des moyennes aussi. En moyenne, les gens dans l'échantillon ont déclaré tant de revenus.
Après, on peut faire des comparaisons de deux échantillons ou de deux sous-échantillons. Par exemple, les revenus sont-ils plus élevés en moyenne chez les hommes que chez les femmes? Vous avez déjà la réponse, en général. Les âges moyens, etc. Donc, on peut faire des tests statistiques pour savoir si les moyennes ou si les différences, effectivement, ne sont pas dues au hasard et reflètent a priori quelque chose dans la population. Puisqu'on travaille toujours à partir d'un échantillon duquel il faut inférer des propriétés de la population. Donc voilà, ça c'est l'étude d'un caillou, ou disons de deux cailloux, c'est assez facile. Ça peut se compliquer quand même un petit peu, c'est qu'après on peut avoir envie de corriger tout un tas de choses, donc ça, vraiment, vous êtes aussi familier, c'est ce qu'on appelle les statistiques multivariées, donc on fait de la régression, on fait des mesures d'association entre variables, toutes choses égales par ailleurs, etc. Cette formulation étant plus ou moins magique dans l'usage qu'on en fait. Par exemple, les femmes perçoivent-elles des revenus inférieurs à ceux des hommes? Alors quand je dis perçoivent, c'est pas ce qu'elles ont l'impression d'avoir moins, c'est ce qu'elles reçoivent moins. À âge et diplôme identique, à âge, diplôme, statut matrimonial, nombre d'enfants identiques, etc. Alors si on veut faire ça avec des comparaisons toutes bêtes, des analyses bivariées, c'est faisable, mais enfin c'est quand même très fastidieux. Et après il faut faire une synthèse, c'est quand même très compliqué. Donc en général on fait des régressions. Il y a aussi des tests statistiques pour ces choses-là. Bon, tout ça c'est fort bien, mais en fait on s'intéresse surtout qu'à un seul caractère. En général, quand on fait des études de statistiques, on apprend que pour ces analyses-là, il y a ce qu'on appelle une variable dépendante, c'est celle qu'on va étudier, et des variables indépendantes, une ou des variables indépendantes. Donc là, par exemple, dans une régression, si on modélise le revenu, la variable dépendante, c'est le revenu, elle est à gauche du signe égal, et à droite du signe égal sont toutes les variables dites indépendantes. En fait, il n'y a pas de primeur de statut, quoi que ce soit, elles sont toutes pareilles, les variables. Il faut avoir ça en tête, c'est quand on mesure une association dans une régression logique, dans une régression, la variable qui est à gauche du signe égal, on pourrait la basculer à droite et faire autre chose, et ça ne change rien. Il n'y a pas de primauté la plupart du temps, on ne mesure pas de la causalité, enfin tout ça vous le savez. Voilà. Mais néanmoins, on fait quand même, on brise la symétrie des variables en mettant une variable à gauche du signe égal, et c'est celle qu'on explique entre guillemets. Alors les limites de tout ça, c'est que là, voilà, je vous ai parlé du caillou en fait, parce qu'en fait on traite d'un seul caillou essentiellement. C'est une seule variable d'étude. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'en fait on n'a pas une variable qui nous intéresse, mais un paquet de variables? Et c'est en fait très fréquent. Par exemple, le cas le plus typique, c'est plusieurs questions d'un même test. Donc en médecine, dans les sciences, enfin en sciences humaines aussi, en psychologie, on aime bien avoir des batteries de tests. Alors, parfois ça va jusqu'à quelques centaines de questions pour mesurer des traits de caractère, des aptitudes. Ah bah là, c'est sûr qu'on ne peut pas, une question en particulier n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, ça peut arriver, mais enfin c'est rare. Ce qu'on veut considérer, c'est plutôt l'ensemble. Et du coup, on ne peut pas analyser ces centaines de questions ou ces dizaines de questions avec des statistiques classiques, univariées, bivariées, même multivariées. Ça n'a pas véritablement de sens, il faut procéder autrement pour découvrir ce qu'il y a derrière. Et donc là, on est véritablement face à un tas de chiffres, en fait, quand on a une échelle comme ça. Voilà. Et donc la question à laquelle vous permettre de répondre en partie les analyses factorielles, c'est que faire pour extraire ce qui est important, résumer, simplifier et comprendre. Alors non, c'est un peu ambitieux, hein, je ne peux pas du tout traiter la question dans toutes ses ramifications, mais c'est un peu ça l'idée des analyses factorielles, au sens large. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du tas et on va laisser tomber le tas, on va arrêter de compter tous les cailloux dans le tas et on va plutôt trouver la structure et la mesure du tas. C'est-à-dire en fait ses mensurations, ses dimensions, et voir un petit peu ce qui est solide dans ce tas de cailloux, si j'ose dire. Alors il y a un ancêtre, tout ça, là, qui est connu de tout le monde presque, c'est l'ACP, l'analyse en composantes principales. C'est un ancêtre qui est très en forme, parce qu'il est toujours très utilisé, et c'est une méthode extrêmement puissante, qui a une descendance extrêmement riche, et je vais vous montrer quelques exemples. Alors on peut la présenter de plein de façons différentes, hein, mais l'approche la plus classique, celle qu'on apprend en fait, parce qu'elle est très intuitive, c'est l'approche géométrique. En fait, l'idée d'une ACP, c'est de trouver les axes de plus grand allongement d'un nuage de points, sous contrainte d'orthogonalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, un exemple. Vous avez un poisson. Chaque pixel, c'est un individu qui est décrit par deux variables, x et y. Donc c'est un poisson en deux dimensions. Enfin, il pourrait être en trois, ça ne change rien. Donc le premier axe, la première ligne là, qui est ici, là, c'est l'axe de plus grand allongement. C'est celui, si on doit résumer l'information qui est contenue dans la forme du poisson, dans son image bidimensionnelle en l'occurrence, avec une seule chose, on prendrait cet axe. C'est là qu'il y a le plus de variabilité sur les coordonnées x, y en tant que tel. Et le deuxième axe, il est perpendiculaire, là ça se voit pas bien parce que
c'est comme ça, c'est une image que j'ai piquée sur Internet. Mais on peut imaginer que la photo est prise un peu de biais. Et donc, c'est le deuxième axe de plus grand allongement. Alors, vous voyez qu'avec ces deux axes-là, si on mesure en gros l'extension maximale, donc la longueur du poisson, de la tête à la queue, et la hauteur, si j'ose dire, de la nageoire ventrale à la nageoire dorsale, on n'a pas bien résumé la forme du poisson. Enfin, on serait incapable, avec ces éléments-là, de redessiner le poisson. Si je vous donnais les coordonnées, vous ne pourriez pas le faire. Mais néanmoins, ça vous donne une idée de la forme de l'objet, de façon très simplificatrice. Et on s'impose comme contrainte dans la CP que les deux axes, ou les P-axes qu'on va construire, soient orthogonaux les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils mesurent chacun une chose, une dimension particulière d'un objet, qui ne dépendent pas des autres. Alors, quand on a des objets au sens classique du terme, c'est-à-dire dans un espace qui est en 3 dimensions, c'est-à-dire l'espace qui nous entoure, bah, il y a 3 axes, 3 dimensions, pas plus. Par contre, dans un tas de chiffres, comme on a vu tout à l'heure, il n'y a pas 3 dimensions, il y en a plein, et potentiellement autant que de variables. Voilà le problème du statisticien. Résumer tout ça. Donc par exemple, un autre exemple que j'ai pitché sur Internet, que j'ai trouvé très bien, ça m'a évité d'inventer quelque chose, ce qui est toujours difficile, c'est un exemple simplifié de notes en 4 matières, maths, physique, français et anglais, avec donc les élèves qui sont ici, là, les 4 premières lettres, et puis les moyennes, enfin les notes qu'ils ont, les moyennes, peu importe, on s'en fiche. L'idée c'est que voilà, donc on a un certain nombre d'élèves, ils sont 12, et on a 4 notes. Comment résumer ce tableau de chiffres et comment décrire les élèves de cette classe, les 12 élèves, de façon résumée et la plus parlante possible? Faisons une ACP. Alors, vous voyez, l'ACP, donc là, on fait, ça c'est un peu technique, mais c'est peu importe, une analyse de variance-cohérence des variables. Voilà. Donc, on a, là, c'est les variances de chacune des variables. La variance totale du nuage de points, avant de faire l'ACP, c'est 40,3. C'est-à-dire toute la variabilité qui est contenue dans les données, sur les 4 notes. L'ACP, vous avez vu, on cherche des axes. Donc, en fait, le principe, c'est on change de repère. On ne va plus travailler dans un repère qui est défini par 4 dimensions qui sont maths, physique, français, anglais. On va chercher des dimensions de plus grand allongement. On fait un changement de repère. Peu importe. Et donc, on va avoir 4 composantes principales, donc 4 axes. Le premier, c'est la première composante principale, sa variance associée, c'est 28. C'est l'exemple qui veut ça. La deuxième, c'est 12. La troisième, c'est 0,03 et la quatrième, 0,01. Si on somme les variances associées de ces 4 axes, on retrouve 28, 23, plus 12, 0,3, plus 0,03, plus 0,01, 40,3, on retrouve la même chose. Donc effectivement, on a fait un changement de repère, on n'a pas changé de nuage de points, mais on s'est placé de façon différente dans le nuage de points pour le regarder sous une perspective nouvelle. On peut donc classer les composantes par variance, c'est-à-dire par information qu'elles donnent. La première composante, comme je vous le montrais sur l'exemple du poisson, c'est celle qui explique, qui porte la plus grande variance, donc c'est le plus grand allongement. Voilà. Et la deuxième, le deuxième plus fort allongement qui soit perpendiculaire à la première, etc. Les deux suivantes, vous voyez qu'elles apportent rien du tout, parce qu'en fait, en sommant les deux, là, on est déjà à 99%, même 100% si on arrondit à une décimale, de la variance totale. Donc 2 axes, dans cet exemple, 2 composantes suffisent à résumer les 4 variables de départ. Déjà, on gagne. En dimension, on passe de 4 à 2, c'est plus simple. Et donc après, le résultat de la CP, ça vous donne des coefficients de corrélation, c'est-à-dire les associations, la mesure des associations entre chacune des variables et les composantes. Donc les composantes 3, 4, on s'en fiche parce qu'elles ne portent pas d'informations, donc on les laisse tomber. Les 2 premières sont là. Et la composante C1, qui est la première, elle est très corrélée aux mathématiques, 0,81, à la physique, 0,90, aussi au français et à l'anglais. Voilà, donc c'est la première, c'est un cumul de bonnes notes en fait. Voilà. Quand on est bon, en moyenne, on est bon partout, c'est ça que ça veut dire. Et la deuxième, c'est plus intéressant, elle est négativement liée aux maths et à la physique et positivement liée aux matières littéraires français et anglais. On peut le représenter sur un plan, composante 1, composante 2. Alors schématiquement, à la décimale près, la composante 1 explique 70% de la variance, c'était les 22,03 là, et la deuxième 30%. Et donc on retrouve les maths et la physique en haut, c'est les corrélations positives sur l'axe 2 là. Enfin, c'est bizarre, c'est à l'envers. Bon, c'est moi qui ai fait une bêtise. Normalement, sur la composante 2, on devrait avoir les maths et physiques au-dessus, hein, donc ça devrait plus, et là c'est moi qui me suis trompé, je suis désolé. Enfin, ça ne change pas le problème. On a maths physique d'un côté, anglais de l'autre, ça reflète bien l'opposition qu'il y a du point de vue des signes sur la composante 2 pour maths physique et français anglais.
Et la première composante, elle, eh ben, en fait, elle est expliquée par à la fois les maths, la physique et l'anglais et le français qui se projettent du même côté. Voilà. Donc la première composante, c'est effectivement le cumul de compétences, et la deuxième composante, elle oppose les matières littéraires aux matières scientifiques. C'est un exemple fictif, hein, évidemment, donc ça marche très très bien, mais en même temps, ça marche toujours comme ça, c'est le même principe. Et souvent, dans un test, par exemple, on a conçu un test pour mesurer une chose ou des choses qui sont très liées entre elles. Donc le premier axe d'une ACP sur le test, ce sera toujours un cumul. Sinon, ça veut dire que le test est mal conçu, il y a des choses qui ne vont pas ensemble, qui vont dans des sens différents. Voilà le principe d'une ACP. Donc c'est comme ça qu'on peut interpréter les composantes. Alors il y a des tas d'indicateurs chiffrés, hein, bien sûr, mais là les chiffres peuvent se traduire graphiquement et c'est l'intérêt de la chose, c'est très visuel. Voilà, à l'erreur de signe près que j'ai faite, j'avais pas repéré. Alors, voilà, donc ça c'est l'ancêtre, donc très en forme comme je vous disais, donc c'est valide sur les variables manifestes, évidemment, il faut les mesurer les variables, hein, ça, pour inventer les réponses, qui sont normalement continues ou ordonnées. Voilà. Ça marche mieux sur les continues. C'est une approche géométrique descriptive, donc c'est facile à comprendre. Ça réduit la dimensionnalité, là on était passé de 4 dimensions, 4 notes, 4 matières à 2 axes, qui permettaient de restituer la diversité des notes, et on peut aussi représenter les individus. C'est une réduction de la dimensionnalité qui se fait seulement lors de l'interprétation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait la CP, on ne perd rien. Comme je vous le montrais, on a exactement la même variance du nuage de points après la transformation ACP ou avant, ça ne change rien. Mais on choisit d'éliminer des composantes qu'on considère comme étant non informatives. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est vous qui, je dirais subjectivement, mais aussi en étant bien informé, choisissez de garder ou pas de l'information pour réduire la complexité du problème. Un des intérêts majeurs, c'est qu'on obtient des composantes qui sont non corrélées, elles sont orthogonales. Donc tout à l'heure, la composante 1 et la composante 2, la composante de cumul et la composante d'opposition des matières littéraires et scientifiques étaient parfaitement orthogonales, par construction. Donc c'est bien, quand on est bon en moyenne partout, mais quand même on peut distinguer parmi les bons ceux qui sont bons dans les matières scientifiques et ceux qui sont bons dans les matières littéraires. C'est ça que ça montre. Et effectivement, ça fait sens. Donc ça permet de résumer et d'écrire les données. Les composantes, c'est le deuxième type de variable qui va nous intéresser pour la suite, ce sont des variables latentes. C'est-à-dire qu'elles sont continues, comme les variables qui ont servi à faire, comme le jeu de données de base. Elles sont non mesurées, mais elles sont déduites des variables manifestes. En l'occurrence, ce sont des combinaisons linéaires. C'est-à-dire, c'est des sortes de sommes pondérées, si vous voulez, de toutes les variables manifestes. Voilà. Donc là, dans la CP, sur chacune des composantes, toutes les variables se projettent. Il n'y a pas... il n'y en a pas certaines qui vont sur un axe et pas sur d'autres, etc. C'est tout le monde partout, avec des intensités variables, évidemment, mais tout le monde partout. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a interprété les résultats, on peut extraire les composantes, puisqu'en fait, c'est des combinaisons linéaires, donc c'est des sommes pondérées, on le voyait ici, là. En fait, la somme pondérée, par exemple, la combinaison linéaire 1, là, composante 1, pardon, c'est 0,81 fois la note en maths, plus 0,90 fois la note en physique, plus 0,75 en français, et 0,80 en anglais. C'est facile, on peut la reprendre telle qu'elle. Et donc, si on veut, on peut ensuite utiliser ces composantes pour faire d'autres analyses. Donc c'est très pratique. Voilà. Alors, il y a des extensions, comme je vous le disais, ce grand-papa a été très prolifique, et donc les extensions qu'on apprend classiquement, c'est les variables nominales à beaucoup de catégories, c'est l'analyse factorielle des correspondances, P variable nominale, c'est l'analyse des correspondances multiples, PQ variable nominale continue, c'est l'analyse factorielle multiple, c'est un peu moins connu, mais c'est quand même classique. Il y a d'autres trucs qui dérivent de l'analyse canonique, il y a des extensions aux données groupées, etc. Voilà. Donc c'est un truc très pratique qui permet donc de mesurer les dimensions internes du tas, si j'ose dire, et de trouver en fait la structure des données. Alors je vais vous montrer un véritable exemple, hein, qui n'est pas beaucoup plus compliqué, mais qui n'est pas inventé, donc ça se mérite là au moins. Donc c'est un test sur le cannabis, ça s'appelle le CAST, qu'on avait inventé avec des collègues il y a quelques années quand on travaillait sur les drogues. C'est une échelle de criblage ou de screening de l'usage problématique du cannabis en population générale. Donc il y a une question fixe, c'est au cours des 12 derniers mois, jamais à un montant, souvent, très souvent, avez-vous fumé du cannabis avant midi? Avez-vous fumé du cannabis lorsque vous étiez seul? Avez-vous eu des problèmes de mémoire quand vous fumez du cannabis? Des amis ou des membres de votre famille vous ont dit que vous devriez réduire votre consommation? Avez-vous essayé de réduire ou d'arrêter votre consommation sans y arriver? Et avez-vous eu des problèmes à cause de votre consommation? Donc 6 questions, avec des modalités de réponse qui sont jamais, rarement, de temps en temps, souvent très souvent, de 0 à 4. Donc ça fait un score de 0 à 24 au maximum. Voilà. Et c'est censé mesurer l'usage problématique du cannabis. Donc il y a 6 questions, on peut se dire, ouais, mais en fait, est-ce que tout ça c'est bien cohérent? Est-ce que ça mesure bien la même chose?
Donc on peut faire une ACP. Donc là, c'est les variances par les deux premières valeurs propres, hein. Donc les deux premières composantes, 41% et 15%. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc il y a potentiellement 2 dimensions dans le test, même s'il y a une grosse dimension qui domine. Et donc les deux expliquent 57% de la variable. Donc on peut passer de 6 questions à 2 composantes, si j'ose dire, pour résumer sommairement les choses. Voilà la nature des composantes. Donc encore une qui est un cumul, c'est logique. Toutes ces questions mesurent à peu près la même chose, c'est un usage de cannabis. Donc évidemment, ça se somme. C'est la première composante. Quand on fume du cannabis, on le fume sous tous ses aspects. Comme pour les notes tout à l'heure, quand on est bon partout. Là, c'est pareil, quand on est bon dans un domaine du cannabis, on est bon partout. Composante 2, elle oppose par contre les 2 premières, qui sont les usages non récréatifs, c'est-à-dire fumer le matin et fumer seul, aux autres et principalement aux problèmes, en fait, 0,57. Donc voilà, ça se représente comme ça. Donc on a la première composante de cumul, voilà, qui fait 41,4% d'inertie, la deuxième 15%, là. Et voilà, les 2 premières, elles sont ici, elles sont très opposées au CAST 6, là, qui est le problème, et voilà, comme ça se représente. Donc là, on a les problèmes de la dépendance, ici les usages non récréatifs, et puis là, le règle de cumul. Voilà, comme on fait pour interpréter le truc. On peut regarder la 3e composante si on veut, mais ce ne sera pas forcément très intéressant. Voilà, donc du coup, ce qui est intéressant maintenant, c'est que les composantes font apparaître les réponses qui comptent et leur association. Et ça fait donc apparaître les concepts qui sont utiles et importants derrière le test. Tout ne joue pas de la même manière et tout n'est pas interprété de la même manière. Vous pouvez avoir des idées au départ sur ce que vous voulez mesurer. Vous dites, bah, ça doit aller ensemble parce que conceptuellement, d'après la théorie, ceci, bah, voilà. Ça va ensemble. Donc il y aura 2 sous-échelles. Vous faites la CP, vous apercevez qu'en fait, bah oui, enfin, c'est pas aussi clair que ça. Peut-être que la théorie doit être un peu raffinée par rapport aux données. Voilà le principe de la CP, donc la base de tout, en fait, si j'ose dire. Donc après, donc, comme je disais, on peut utiliser les composants pour résumer le problème, réduire sa dimensionnalité, effectuer des classifications aussi, effectuer des régressions, créer des index synthétiques, voilà. Donc par exemple des scores, donc, des cumuls sur des composantes, c'est possible. Il y a une extension qui est pas mal, qui s'appelle l'AFM, c'est quand on a 2 blocs de données qui sont répondus par les mêmes gens. Donc par exemple, là je prends directement un exemple, on a le CAST, donc c'est des données catégorielles ordonnées, on peut considérer comme continu. Et puis on a le DSM, donc la Bible anglo-saxonne, enfin américaine, pour la psychiatrie, et qui est censé donner un gold standard pour les problèmes de cannabis. Donc c'est 11 variables binaires. Et la FM permet de voir ce qu'il y a en commun dans ces 2 blocs de questions. 6 d'un côté, qui somment de 0 à 24, 11 de l'autre côté, qui sont binaires, qui somment de 0 à 22. 11, pardon, n'importe quoi. 0 à 11. Donc voilà, là vous avez la première composante de l'analyse globale qui mixe les 2 blocs de questions CAST et DSM, première composante. Ici vous avez le premier axe du DSM. Ici vous avez le premier axe du CAST. Alors, ils sont bizarrement opposés, mais en fait ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est qu'ils sont super proches l'un de l'autre, puisqu'en fait ils sont pratiquement à plat sur l'axe. Donc ils sont très corrélés, super corrélés, ils disent la même chose. Ça, c'est les questions du CAST, N1, N2, N3, N4, N5, N6. On retrouve à peu près la même chose que tout à l'heure. Par construction, ça s'est inversé, mais ça c'est la magie des logiciels. Et puis il y a un deuxième axe pour le CAST, ici, là, cette flèche-là, alors qu'en fait, pour le DSM, il n'y a pas de... Elle est toute petite, la dimension du DSM, la deuxième dimension. Donc on peut voir que le CAST et le DSM possèdent une première dimension en commun qui est très très forte, et la deuxième dimension, elle est surtout tirée par le CAST. Donc le CAST mesure quelque chose de plus que le test de repérage de l'usage à problème de cannabis, qui est la référence. Par exemple, à quoi ça peut servir? Donc ça peut servir à mesurer les contours d'un concept en le comparant à un autre qui est censé être un gold standard ou validé, etc. Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est que le CAST et le DSM sont très proches sur une partie du truc, notamment la première composante du CAST, c'est la même que la somme des questions au DSM. Par contre, la deuxième composante, elle s'oppose à ce qu'il y a dans le DSM. Donc ça, c'est intéressant, on mesure des choses supplémentaires. Après, il y a des extensions qui sont des analyses factorielles exploratoires et confirmatoires, c'est un peu plus complexe, mais il y en a toute une tripotée en fonction des variables latentes qu'il y a derrière. Donc suivant qu'elles sont continues ou pas, que les variables observées sont continues ou pas. Voilà. Et il y a une utilisation qui est très fréquente, c'est en psychométrie. Quand on a des batteries de questions, donc par exemple le CAST, c'est une batterie de questions, mais
Ça peut être beaucoup plus riche que ça. Il y en a 6, comme je vous le disais, en psychométrie, il peut y avoir des centaines de questions. Et puis, typiquement, il y a eu des choses, beaucoup de travaux sur l'intelligence, par exemple, les composantes de l'intelligence dans les tests de QI, les dimensions, etc. Donc, ça, c'est le domaine rêvé des psychométriciens. Et pour se débrouiller dans ce fatras de questions, eh ben, on utilise des analyses factorielles et confirmatoires. Voilà. Donc, je vais juste vous en parler un tout petit peu. Donc, c'est toujours pareil, hein, on trouve la structure cachée des réponses, qui résume mieux l'ensemble, un peu comme une ACP. Là, sauf qu'en fait, il y a vraiment un modèle derrière, c'est qu'on va considérer qu'il y a les variables latentes qu'on ne mesure pas. Elles expliquent ce qu'on mesure. C'est un peu subtil. Donc on change de paradigme en fait. L'ACP, d'une certaine façon, on observait des choses, on en déduisait, c'est nous, d'une certaine façon, qui en déduisions des variables latentes, alors que là, on va postuler des variables latentes, et on va voir ce que ça explique, comme variable observée. Voilà. Donc, par exemple, le CAST, si on utilise une analyse factorielle confirmatoire, en fait, on a 2 dimensions, CAST 1 et CAST 2 sur le premier facteur, donc les 2 variables d'usage non récréatif, fumer le matin, fumer seul, et les 4 autres qui sont plus ou moins des problèmes, qui sont sur le deuxième facteur. Les 2 facteurs sont très corrélés, puisqu'ils ont un coefficient de corrélation de 0,72. Alors on dit, ouais, mais c'est quoi le rapport avec l'autre, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut choisir? Et c'est une bonne question. Donc là, la particularité de ces analyses-là, un des trucs qui les différencie notamment des ACP, c'est que dans les ACP, on ne fait pas le choix des variables, on met tout. Et chacune des composantes porte le tout. Il est pondéré de façon différente, mais tout y est sur chacune des composantes. Là, vous vous apercevez que le facteur 1, il n'y a que 2 variables. Le facteur 2, il n'y en a que 4. Et donc, le total fait bien 6, mais aucune n'est sur les 2 facteurs. Donc là, c'est qu'on a décidé qu'on pouvait simplifier la structure qu'on voyait et de dire qu'il y avait des variables qui ne contribuaient principalement qu'à un seul facteur, on allait mettre sur ce facteur, et d'autres qui portaient sur un autre facteur, etc. Donc il n'y a pas d'allocation croisée des variables, c'est une allocation exclusive sur chacun des facteurs. Voilà comment ça se présente. En fait, le modèle, c'est comme ça. La question 1, observée, il y a une moyenne, plus un coefficient de corrélation, fois le facteur 1 qui n'est pas mesuré, plus un terme d'erreur. Pareil pour le CAS 2, ça c'est le facteur 1. Et là, pour le facteur 2. Là, il y a de la mécanique calculatoire, mais c'est le principe. Voilà. Et donc là, on peut voir que, ben oui, avec des tests statistiques, 2 facteurs suffisent à résumer le CAS. C'est ce que je vous ai montré, hein, cette graphique-là. Et on peut les interpréter de la même façon. Le facteur 1, c'est l'usage non récréatif. Le facteur 2, c'est les valeurs positives de ces deux, c'est-à-dire les problèmes. Donc, je dis ça parce qu'en fait, on retrouve les choses qu'il y a ici. Le facteur 2, il est là. Ça va poser, nous, en ACP, enfin, la composante 2, les problèmes aux usages non récréatifs. Et en fait, ici, vous avez les usages non récréatifs et les problèmes. Si on schématise, on retrouve bien l'opposition. Et alors, vous me dites, oui, mais la composante 1, le cumul qu'on avait, etc., et bien, il y est aussi, parce qu'en fait, ici, ces 2 axes, ils sont très corrélés. La coefficient de corrélation est de 0,72. Donc en fait, globalement, les 2 axes contribuent à mettre en évidence une même dimension latente, qui n'est pas représentée ici dans ce type de modèle, mais qui est le cumul. Puisque comme c'est très corrélé, quand ça monte ici, ça monte là. Voilà. Donc en fait, les 2 portent une information qui est similaire, c'est pas la même mise en œuvre, c'est pas la même finalité, mais évidemment, il n'y en a pas une qui trouve quelque chose que l'autre ne trouve pas, enfin qui n'existe pas dans les données. Mais donc on peut faire un lien entre les deux. Et donc les 2 facteurs, c'est un peu la composante 1 cumul. Voilà. Par contre, l'allocation exclusive des variables permet de mieux distinguer les choses et de vous d'opérer des choix, par exemple, en tant que concepteur de test ou psychologue, psychiatre, si vous voulez séparer les choses, c'est ce type d'analyse qu'il faut faire. On choisit où on met les variables et on teste pour voir si ça marche. Voilà, donc il y a des liens entre les deux. C'est pas la même chose, hein. Il y en a une qui est facile à faire, qui est géométrique, c'est la CP, et l'autre c'est beaucoup plus compliqué, l'analyse factorielle confirmatoire. Mais les deux sont utiles, des choses différentes. Pour chacune des analyses, on peut retirer des scores. Alors sur les composantes pour la CP, sur les facteurs pour l'analyse factorielle confirmatoire, sachant qu'en général en factorielle confirmatoire, les facteurs qu'on a ne sont pas indépendants, ils sont corrélés. Et d'ailleurs, c'est assez logique parce que
c'est logique. Si on pense au domaine de prédilection d'application de ces choses-là, qui est la psychométrie, en fait, on sent bien que tout est un peu lié chez un individu, donc c'est logique que quand on mesure des composantes de son esprit avec de batteries de test, on va trouver des liens entre les différentes composantes. Voilà. Après, il y a un aspect qui est particulier, mais qui est aussi quelque chose autour des analyses factorielles, c'est lorsqu'on veut faire des enquêtes multigroupes. Ça arrive souvent. On veut comparer des populations. Et donc, alors ça peut être des populations différentes dans des pays différents, avec des cultures différentes, mais ça peut aussi être des milieux sociaux, des sexes ou des âges différents au sein d'une même population. Et en fait, vous me dites pourquoi ça en cause la même enquête, par exemple, aux gens, il n'y a pas de problème, c'est comparable. Et oui et non. Par exemple, on sait que les gens ne comprendront pas les mêmes questions, les questions de la même façon suivant qu'ils sont jeunes ou âgés. Ils ne vont pas livrer les mêmes réponses parce qu'ils n'auront pas la même réticence à déclarer des choses suivant qu'ils sont jeunes ou âgés. Donc les questions ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a des différences suivant le sexe, le milieu social. Et évidemment, il y a des différences suivant la culture. Donc, par exemple, le CAST dont je vous ai parlé, est-ce qu'il mesure bien la même chose dans tous les pays dans lesquels on peut le passer? Dans l'enquête européenne, par exemple. Bon, on peut faire des ACP multigroupes pour voir si ça ressemble bien. Donc voilà, ça se fait. Là, il y a la structure commune de l'ACP pour 13 pays. Et là, il y a des pays qui dévient. Le Liechtenstein, le Kosovo et la Roumanie. Alors, ils dévient pour le CAST. En fait, ils dévient peut-être pour d'autres choses. Mais donc là, en fait, voilà, c'est l'exemple typique. Je n'interpréterai pas les choses, mais en fait, ces pays-là sont assez différents dans leur rapport au cannabis. Et effectivement, le CAST ne fonctionne pas de la même manière, donc il n'a pas la même structure. Et ça peut se voir avec une analyse factorielle. Voilà. Donc là, l'analyse, la common structure, là, c'est une analyse qui vient d'une ACP multigroupe, qui est donc l'ACP moyenne sur les 13 pays, qui est obtenue comme une extension d'une ACP. Voilà. Et donc là, ça nous permet de voir qu'il y a 3 pays qui dérivent, et en fait, il y a des indices, c'est ça qui est intéressant dans cette analyse-là, c'est qu'il y a des indices de similarité. Donc là, par exemple, sur la première dimension, qui est la dimension commune 1, là, qui est celle-ci, là, donc c'est le cumul de tout à l'heure. Pour les 13 pays, ça marche pareil. Et bien en fait, tout le monde est très bon, puisqu'en fait là, ça démarre à 0,988. Donc la similarité elle est proche de 1. Le pays le plus mauvais, c'est Liechtenstein. Enfin, il est à 0,988, donc il marche pratiquement comme les autres, mais il est un peu différent. Sinon, la France, l'Italie, tout ça, tout le monde se retrouve là, c'est un gros paquet. À 0,984. Donc c'est pareil pour tout le monde. Et pour la dimension 2, il y a un peu plus de... C'est pareil, ça marche très bien, ça démarre à 0,90 ici. Et en fait, on a un pays, le Kosovo, qui dévie beaucoup, Liechtenstein et l'Ukraine aussi, dans certaines mesures. Voilà. Donc ce que ça permet de montrer, c'est voir à quel point les tests, de façon synthétique, là, parce qu'on voit des points sur un graphique qui représentent les pays, de quelle façon les pays ou les populations se comportent de façon différente pour le test. Ça, c'est assez intéressant. On peut faire des analyses factorielles confirmatoires multigroupes pour vraiment tester l'identité du modèle, l'identité de la structure entre les groupes, et puis faire de la description. Tout ça, c'est descriptif, hein. C'est une ACP. On peut faire des modèles. Voilà. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que quand on veut comparer des populations, alors qu'elles soient culturellement différentes, ethnologiquement différentes, par exemple, ou bien simplement sociologiquement différentes au sein d'une même population nationale, par exemple, il faut que, si on pose des questions à ces gens-là, il faut qu'on s'assure que les questions soient comprises de la même façon. Alors la première opération, évidemment, c'est de voir si les gens comprennent les questions. Voilà. Déjà, avec des entretiens qualitatifs, des entretiens cognitifs, etc., on voit qu'on touche à peu près la même chose. Mais ça ne suffit pas, en fait. Et ces analyses factorielles confirmatoires multigroupes, elles permettent de tester si véritablement l'échelle de questions, la batterie de questions qu'on a, elle fonctionne de la même manière. C'est un peu compliqué, mais en gros, il faut revenir à ces choses-là, hein, qui sont très laides. Il faut qu'en fait, les coefficients ici pour les questions, les moyennes, là, ou les coefficients de corrélation, ne dépendent pas du groupe. Ça marche de la même façon pour tous les groupes. Alors que potentiellement, ça peut différer d'un groupe à l'autre. Par exemple, les Français sont réputés pour être extrêmement pessimistes. Quand on leur demande leur foi en l'avenir et à quel point ils envisagent la vie, ils sont aussi mal placés que les Afghans. Alors qu'en fait, on voit bien que c'est quand même pas tout à fait la même chose, les conditions de vie en Afghanistan. Nous, on ne connaît pas un exode massif de population à cause des conditions de guerre atroces.
Donc ça ne fonctionne pas pareil les échelles de bonheur en France et en Amérique. Et si on interroge les gens avec des entretiens cognitifs, on voit quelques différences, etc. Et voilà. Mais si on passe le test et qu'on regarde comment fonctionnent les tests entre les deux pays, on s'aperçoit qu'il y a des différences considérables de la façon dont s'opérationnalisent les choses. C'est à ça que servent les analyses factorielles confirmatoires. Par contre, c'est très compliqué à faire. Hein, donc, voilà. Mais pour pouvoir sereinement comparer des populations sur un facteur, donc par exemple sur une moyenne de bonheur, qui vient de plusieurs questions, ou des choses comme ça, il faut qu'on puisse prouver qu'il y a une invariance de mesure de la batterie de questions sur les différentes populations. Alors vous me dites, ouais, mais on s'en fiche, on ne fait jamais ça. Ben, en fait, si, on le fait tout le temps. On le fait tout le temps parce que quand vous faites un test de comparaison de moyenne au sein du même échantillon, de la même population, dans votre enquête à vous, d'une certaine façon, vous supposez que, par exemple, quand vous comparez les revenus des hommes et des femmes, peut-être pas un mauvais exemple, c'est assez factuel le revenu, mais quand même, on suppose que la façon de répondre aux revenus est la même chez les hommes et chez les femmes. Sinon, vous observez une différence, mais vous n'êtes pas capable de l'imputer au sexe en tant que tel. Ce ne sera pas la vraie différence de revenus que vous allez observer, mais c'est un artefact qui est dû à plein de choses et au biais de réponse. D'une certaine façon, la variance de mesure, c'est ça. C'est montrer que l'échelle fonctionne de la même manière. Alors, pour le revenu, c'est une question, on ne peut pas le faire. Il faut procéder autrement. Mais quand on fait un test de QI, quand on fait un test de bonheur, un test de je sais pas quoi, de dépression, de n'importe quoi, il faut s'assurer que les questions fonctionnent de la même manière. Et en fait, dès qu'on fait un test de comparaison moyenne, dès qu'on compare deux échantillons, qui soient culturellement proches ou éloignés, on a cette hypothèse qui est derrière. Donc c'est toujours supposé. On dit, voilà, on a posé les mêmes questions, c'est la même méthodologie, tout ça. En fait, c'est rarement testé, et pourtant, il faudrait le faire. Et donc, en fait, ce qui se passe, le paradoxe, c'est qu'on suppose toujours, ça pose aucun problème, sauf si dans votre article, par exemple, vous mettez un truc qui est on a fait une analyse factorielle. Alors là, c'est foutu, parce que là, tout le monde vous tombe dessus, les techniciens vous disent montrez-moi que votre test, grâce à une analyse factorielle, est invariant. Et là, bah, il faut le faire. C'est ennuyeux. Il vaut mieux pas tomber dans ce piège, mais voilà, c'est quand même ça. Donc je vous ai un peu assommé là, mais donc si on peut faire un bilan littéraire de tout ça, c'est qu'en fait, les analyses factorielles, c'est qu'on passe du tas de chiffres au chiffrage du tas, si on peut dire, et qu'il y a une batterie d'analyses factorielles, au sens strict, jusqu'à des sens un peu fous, quoi. Il y a même des régressions, les approches PLS, par exemple, sont des formes d'analyse factorielle un peu dévoyées. Ça permet d'explorer les données, de les résumer, de comparer les jeux d'indicateurs. Ça permet d'exhiber des variables latentes, donc de rendre compte des variables manifestes. Ça objective et ça opérationnalise les concepts. Les variables latentes, d'une certaine façon, sont les concepts que vous cherchez à mesurer à travers vos questionnaires. Donc, voilà. Donc ça permet, pour emprunter une célèbre formule d'un philosophe viennois mort en 1951, Wittgenstein, dans les carnets qu'il a écrits pendant la Première Guerre mondiale, il a écrit en fait que sa philosophie servait à séparer le dur du mou, plus exactement en fait à mesurer la dureté du mou. D'une certaine façon, les analyses factorielles avec les variables latentes, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes dans un truc, il y a un paquet de cailloux, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, c'est très compliqué, vous voulez extraire en fait ce qu'il y a de dur là-dedans, ce qu'il y a d'important. Et bien d'une certaine façon, c'est ce que fait la variable latente. Elle vous montre et elle vous quantifie le dur. Voilà. Et même, on pourrait dire qu'elle sépare le dur du mou. Parce qu'en fait, avec une analyse factorielle confirmatoire, on va éliminer des composantes. On passe par exemple de 6 questions pour le cast à 2 composantes, 2 facteurs, 2 questions sur la première, 4 questions sur le second facteur, et c'est tout. Et on va dire que ça résume le problème. Et donc, en fait, on a vraiment séparé le dur du mou. Le reste, ça compte pas, quoi. Voilà. Et puis, on peut utiliser les variables latentes par la suite. Pour tout, et donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Voilà. Merci.